formation et je suis country manager France de Seed Legals. En deux mots, qu'est-ce que Seed Legals? Donc, comme tu l'as décrit, Amine, on est une plateforme SaaS qui permet d'automatiser la génération juridique des documents sur toutes les opérations sur le capital, principalement sur un, le financement, deux, sur le partage aussi du capital, l'intéressement auprès des employés ou d'advisors sous forme de BSPCE ou de BSA. On a également toute la partie table de capitalisation, suivi de l'actionnariat de votre startup, société, parce que on en parlera également quand vous faites des levées de fonds, vous faites rentrer des personnes au capital, donc il y a une dilution. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée vraiment, c'est de balayer ces aspects avec vous ce matin et très content encore une fois d'intervenir à ce sujet avec toi, Amine, et de vulgariser ça parce que le but aussi de Seedlegal, c'est de rendre ces aspects qui sont souvent complexes, souvent assez flous, plus clairs et comme tu dis, prendre le taureau par les cornes, c'est ce que vous faites avec Starfounder. Nous, c'est un peu aussi cette logique et cette volonté avec Seedlegals sur la partie juridique liée au financement, intéressement au capital. On est plus de 160 en tout. On s'est lancé en France il y a 2 ans, mais je vous en dirai peut-être plus après. Donc voilà pour une courte introduction. D'accord, c'est super. Déjà, commençons par une question très, très simple, très, très basique. Une levée de fonds d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une levée de fonds, d'un point de vue juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et tu en as parlé aussi sur la question de l'instrument, c'est d'abord réfléchir sur comment on va pouvoir se financer. Donc, c'est une question forcément, la levée de fonds de financement, et d'un point de vue juridique, ça va être OK, mais comment on va le réaliser? D'un point de vue aussi juridique, c'est des investisseurs privés qui vont rentrer au capital de la société. Donc, quand je dis ça, ils vont rentrer au capital de la société, mais sous quelle forme? Et donc là, souvent, ce qu'on observe en pratique, et en France, nous, on a plus de 35 000 startups sur la plateforme, donc au global. En France, on a plusieurs centaines. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux mécanismes et deux instruments principaux que les startups utilisent, notamment en early stage. C'est soit une augmentation de capital traditionnelle. Donc, juridiquement, ça veut dire quoi l'augmentation de capital? Ça veut dire que la société va émettre des actions nouvelles. Et les investisseurs, eux, vont acheter ces actions nouvelles. Ils vont souscrire à ces nouvelles actions en payant le prix de ces actions. Et c'est ça, en fait, la levée de fonds et le financement. Quand ces investisseurs vont acheter ces actions nouvelles, ils vont rentrer au capital, ils vont avoir des actions de leur côté, et en contrepartie, ils vont investir dans la société. Donc, les fonds qu'ils vont mettre, ils seront dans les comptes de la société. Donc là, on a une augmentation de capital. Ça, c'est le premier instrument qui est assez traditionnel, assez classique. Et depuis un certain temps, il y a une alternative qui est le BSAR. C'est quoi le BSAR? C'est un bon de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. Ça, c'est le terme, le long terme, et l'acronyme, c'est le BSAR. Et donc, c'est l'alternative à la levée de fonds traditionnelle d'augmentation de capital. Pourquoi? Parce que l'augmentation de capital, elle est un peu plus lourde à mettre en place, mais on y reviendra, je pense. Et donc, le BSR, lui, il permet quoi? Il permet de financer plus rapidement. Et les investisseurs, eux, ils ne vont pas rentrer au capital tout de suite. Ils vont rentrer au capital lors d'un prochain tour de financement. On y reviendra. Et donc, ce qui fait que là, on voit deux instruments. Le BSR, les investisseurs, ils ne rentrent pas tout de suite, mais ils financent et ils rentreront dans des conditions un peu plus tard, à définir dans le contrat. Donc, ce qui est plus flexible côté entrepreneur et start-up, parce qu'on n'a pas encore de fixation de valorisation, etc. Et l'autre instrument, qui est un peu plus traditionnel, c'est la levée de fonds classique. Donc, juridiquement, une levée de fonds, c'est s'il y a trois choses à retenir, c'est vous faites appel à des investisseurs privés, donc des business angels, du friends and family ou des fonds VC. Deux, vous choisissez votre instrument financier, donc soit une augmentation de capital, soit un BSAR. Et trois, dernier point aussi important, vous allez leur donner une part du capital à ces investisseurs. Donc, ils rentreront dans votre capital, ils seront actionnaires et associés de la société, comme vous. Voilà. D'accord, super. Donc, juste pour résumer, donc ce que Florent est en train de dire, c'est qu'il y a en fait une levée de fonds d'un point de vue juridique, c'est quoi? C'est de faire rentrer des investisseurs dans le capital de votre société. Il y a deux voies de le faire. Il y a une voie qui s'appelle la voie de l'augmentation de capital. Ça, c'est la levée de fonds qui est plutôt classique. Et dans cette levée de fonds, ce que vous faites, c'est vous ouvrez le capital de votre société en mettant en vente des nouvelles actions. C'est comme ça, les investisseurs, comment est-ce qu'ils vont rentrer? Ils vont acheter ces actions en échange d'un apport
Et cet apport-là, c'est leur investissement et c'est comme ça qu'ils deviennent partenaires et associés dans votre société. Donc ça, c'est la première voie, c'est la voie, ce qu'on appelle l'augmentation de capital, c'est la voie la plus classique et on va parler des pour et des contre de cette voie plus tard. La deuxième voie, ce qu'on appelle la voie convertible dans le BSAR que Florent mentionnait, cette voie, c'est la voie la plus simple aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas des actions tout de suite aux investisseurs. Ce que vous faites, vous leur donnez des promesses d'achat d'actions plus tard. Donc, ils vous donnent de l'argent aujourd'hui, mais en fait, cet argent-là, il ne va pas se matérialiser sous format d'action dans votre entreprise. Donc, il ne prend pas nécessairement part du capital de votre société aujourd'hui, mais ça sera le cas demain. Donc, du moment qu'il y aura une autre levée de fonds, un tour de table par augmentation de capital, c'est là où ces investisseurs-là vont rentrer effectivement dans le capital. Je résume bien, Florent? Tout à fait. Et on nous demande d'ailleurs un exemple concret. Donc, si tu veux bien, on va donner un exemple concret. Je trouve que c'est Ouais, Ludo. bien sûr, bien sûr. Ouais, Répondons aux c'est questions au Louis fur et à mesure, comme ça, qui nous a dit, effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, même si apparemment, il connaît le sujet. Donc là-dessus, c'est quoi? Vous êtes deux associés. Le capital social, donc le capital de la société, quand vous l'avez créé au tout début, il était de 1 000 euros. Et donc, vous avez chacun 500 actions, 500 et 500, d'une valeur de 1 euro chacune. Donc, si vous faites une augmentation de capital, donc, vous allez vouloir faire entrer des nouveaux investisseurs. Donc, se posera la question dans la première voie, effectivement, que tu viens de résumer, Amine, de se dire, OK, maintenant, ils vont rentrer dans le capital, donc ils vont investir, c'est la levée de fonds que vous voulez réaliser. Vous allez déterminer votre besoin de financement. Vous dites, par exemple, OK, j'ai besoin de 500 000 euros. Très bien. Vous avez besoin de 500 000 euros. Ils vont devoir investir sur une certaine base. Donc, ces 500 000 euros, ils vont en contrepartie avoir un pourcentage et une part du capital. Aujourd'hui, vous détenez, les deux associés, 100% du capital. Donc, on vient de se le dire, 1 000 euros de capital, 500 et 500. Et ça forme 100% du capital. Mais demain, avec les investisseurs qui sont prêts à mettre les 500 000 euros, la contrepartie, ce sera que vous allez donner une part du gâteau. Donc, vous allez donner, disons, combien? Allez, on va dire, combien on donne à Mine? On est les deux associés. en général, entre 15 et 25%, mais pour simplifier, on va Exactement. dire on donne 20%. Ouais. Allez, on va donner 20%. Exactement. Et c'est ce qu'on observe effectivement en pratique. On a un certain nombre de data sur Silegal qui permettent d'orienter là-dessus. Et partons sur ces 20%. Donc 20% contre 500 000 euros. Donc la question se pose déjà de fixer la valorisation de la société. Donc comment on va la fixer, cette valorisation de la société? Donc pareil, c'est assez simple aussi là parce que c'est une règle de 3. Si 500 000 euros pour 20%, ça nous donne forcément 100% de la société qui équivaut à combien? C'est quoi la valorisation de la boîte? Alors, est-ce qu'on se fait un petit calcul mental là ce matin? On fait un petit x5. Voilà, exactement. Exactement, Et bravo. c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, on est sur 2 500 000 euros. Pourquoi? Parce que 20% égale 500 000 euros. Donc, 100% de la boîte, comme tu viens de dire, Amine, et comme tu as répondu, Slim, on tombe sur 5 fois 500 000, 2,5 millions. Et ça nous donne une valorisation qui est dite post-monnaie. Donc, cette valorisation post-monnaie, ce n'est pas la valorisation sur la base de laquelle ils vont investir, ces investisseurs, les 500 000 euros. C'est la valorisation de la société après l'investissement des 500 000 euros. Donc, ce qu'il faut calculer, et c'est toujours avoir ça en tête, c'est la valorisation pré-monnaie. Mais c'est très simple aussi à avoir en tête. La valorisation pré-monnaie, c'est quoi? C'est la valorisation post-monnaie moins les 500 000 euros investis. Donc, si on prend notre exemple, valorisation pré-monnaie est égale à 2 millions. 2 millions. Pourquoi? Parce que post-monnaie, comme on se les calculait ensemble, c'est 2 500 000 la valo, moins les 500 000 euros investis. On a une valorisation pré-monnaie de 2 millions d'euros. Maintenant, combien ils vont payer par action, ces investisseurs? Dans notre exemple très concret. On se refait un peu le récap. Nous, on avait 1 euro par action au tout début, quand on a créé la boîte, c'était une SAS. Effectivement, parce que l'autre question qui avait été posée, est-ce que les micro-entreprises peuvent faire ça? Non, les micro-entreprises sont des entreprises individuelles. Pareil, une EIRL ne peut pas émettre des nouvelles actions parce que c'est que des sociétés par action qui ont un capital social et une personnalité morale qui peuvent réaliser ces levées de fonds, comme là, on est en train de le décrire dans notre exemple. Donc ça, c'est à avoir aussi en tête.
Donc, ces 1000 euros-là, ils forment le capital au début. Et donc, on a 500, très bien. Donc, quel est le prix par action sur la base d'une valorisation pré-monnaie de 2 millions qu'on vient de se calculer ensemble? Donc, là, je vais vous aider aussi. On fait 2 millions divisé par le nombre total d'actions qui composent le capital. Donc, 2 millions divisé par 1000 euros, c'est combien? On est à 200 euros, je crois. 2000 euros? 2000, je pense. 2000, ouais, j'ai oublié un zéro. Ouais. 2000 euros, exactement. Donc, notre prix par action, là, il est de 2000 euros. Et donc, pour calculer ensuite le nombre d'actions qu'on va leur donner au capital, ce sera les fameux 20%. Donc, ils veulent mettre 500 000 euros sur 200 euros par action. Donc, comment on calcule là le nombre d'actions qu'on va leur donner? On fait 500 000 euros divisé par 2000, ça nous donne 250. Voilà, on a trouvé 250 actions. Et donc ça, ce sont les actions nouvelles qui vont être émises pour que les investisseurs les achètent au prix par action de 2000 euros, basé sur la valorisation prémo de 2 millions qu'on vient de la calculer. En fait, il n'y a rien de savant là, hein. On est sur juste des règles de 3, sur des multiplications et des divisions. Donc honnêtement, quand on vulgarise ça de cette manière, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et là, l'exemple concret, il est, je pense, assez clair. Merci, Louis, voilà, c'est une bonne illustration, je suis content, tant mieux. Et donc, ce qui veut dire que dans cet exemple, ces investisseurs, ils mettent, eux, l'équivalent de 2000 euros pour 250 actions. Ça fait 500 000 euros. Ils ont investi. Vous avez fixé la valorisation de la société à 2 millions. Et voilà, le tour est joué. Bon, dit comme ça, après, il faut convaincre les investisseurs, mais tout ça, c'est le boulot avec Starfounder. Vous y arrivez sans problème, je pense, à les convaincre les investisseurs, les trouver et les closer. Et après, sur la logique juridique, c'est là où on peut intervenir pour vulgariser, en tout cas démystifier ces aspects-là, parce que comme on vient de se le faire, c'est pas très, très, très complexe. Après, ce qui va être plus complexe, c'est la négociation sur des termes, on y reviendra. Déjà, sur la logique, là, c'est de se dire comment on va fixer cette valorisation. Et très souvent, ça va être sur la base de la dilution. Et nous, avec Amine, là, dans notre société fictive, on s'est dit on va donner 20%. Et ça, c'est par rapport aux données qu'on a sur le marché, combien on donne généralement. Si on va lever 500 000 euros, effectivement, on est plutôt entre, allez, comme tu disais, 10-25%. Mais bon, entre 10 et 25%, il y a une belle fourchette là. Donc, il faut que ce soit corrélé. Vous avez vu comme on a calculé notre valorisation donc post-monnaie pour tomber après sur la pré-monnaie. On calcule montage en plus assez simple. Il faut s'accorder aussi en fonction de la maturité de votre projet. Enfin bref, il faut mettre le curseur quelque part et après, vous négociez ça de toute façon avec vos investisseurs qui vont vous dire, OK, nous, on est prêt à mettre ces 500 000 euros sur la valeur de 2 millions. Très bien, hop, on y va. On a négocié le premier point sur la partie financière. Ensuite, on va négocier d'autres points sur la partie notamment gouvernance et autres qui se retrouvent dans le pacte d'associés. Mais là, on est sur vraiment la partie augmentation de capital. Alternative, comme on se le disait, c'était du BSR. Mais je te laisse peut-être poursuivre. Ouais. Déjà, est-ce que tout est clair par rapport à la partie augmentation de capital? Parce que comme vous venez de le voir, ce que Florent a fait, c'est un calcul très, très simple. Donc, on commence toujours par identifier le besoin en financement. Ensuite, on identifie, ou on va dire, on va négocier le pourcentage de la boîte qu'on souhaite donner. Et ça, comme je vous le dis et je vous le répète toujours, il y a des benchmarks, mais c'est l'offre et la demande. C'est vraiment ça. Si vous arrivez à convaincre un investisseur sur 500 000 à 15%, ça veut dire c'est bon, vous avez gagné. Si c'est 20% ou si c'est 17%, c'est de la négociation. Du moment que vous faites ça, c'est simple. Ensuite, vous avez la dilution. Vous allez calculer la post-money valuation. Okay? Ensuite, vous allez soustraire l'investissement des investisseurs pour arriver à la pre-money valuation. Vous allez utiliser cette pre-money valuation pour calculer le prix par action de chaque action que vous aviez au début. Et ensuite, vous allez prendre le montant investi des investisseurs, vous allez le diviser sur le prix des actions sur la nouvelle valorisation prix-monnaie. Et ça va vous donner le nombre d'actions que vous allez devoir donner aux investisseurs dans ce tour-là. Voilà, je pense que ça résume très, très bien ce qu'on a dit, Florent. Tout à fait. Exactement. Ouais. Alors, on en profite en attendant pour répondre aux questions sur le chat. J'avais posé une question, j'avais vu une question de Karim. Est-ce que la levée de fonds et le crowdfunding, c'est pareil? Alors,
Le crowdfunding, c'est une logique qui est plutôt du don. Donc, la logique vraiment purement de crowdfunding, c'est quand on fait par exemple un Kickstarter, un KissKissBankBank, peu importe, on lance son projet et généralement on donne des lots à côté. Si tu me donnes 50 euros, si tu me donnes 100 euros, en contrepartie, tu as, je sais pas, une bouteille de vin, tu as une expérience parce que je fais des expériences de voyage et je t'offre une première expérience si tu mets 500 euros. Ça, c'est le crowdfunding classique, c'est une logique de don. Mais la différence avec du capital, c'est plutôt la partie crowd equity. Donc, c'est un peu cette logique-là où on va demander à un certain nombre de personnes, un peu tout à chacun, quoi, et on va aller sur des plateformes qui sont comme des plateformes de crowdfunding, mais qui proposent aussi une logique de crowd equity. Donc, il y en a plusieurs, hein. Et donc, là, en fait, la différence, c'est que vous allez ouvrir, vous, le capital de la société à plein d'investisseurs non professionnels et donc qui s'y connaissent pas forcément et qui seront un peu tout à chacun et qui seraient prêts à mettre des petites sommes. Et donc, en gros, vous allez démultiplier le nombre de personnes qui seraient susceptibles d'investir dans votre société, mais la logique de l'augmentation de capital qu'on vient de décrire là avec Amine est exactement la même. Vous allez définir une valorisation, vous allez définir combien de pourcentage du capital ces investisseurs auront, donc ces petits porteurs, comme on peut dire, parce qu'ils seront pleins. C'est la logique de crowd, donc de financement participatif, mais en fait au travers du capital. Donc, ce qui différencie encore une fois du crowdfunding. Et donc là, souvent, ce qui se passe, c'est que comme il y a un certain nombre de personnes qui vont investir dans votre société, que c'est des personnes qui sont des personnes non professionnelles dans l'investissement, vous devez passer par une plateforme de financement participatif qui propose ces services. Et cette plateforme, généralement de financement participatif, elle crée souvent des véhicules d'investissement dans lesquels ils vont regrouper l'ensemble de ces investisseurs plutôt que ces investisseurs ils soient directement dans votre table de capitalisation, où vous ayez plein de petits actionnaires qui détiennent, je ne sais pas, 0,1%, 0,2%, 0,3%, etc. Bah là, on les regroupe tous dans un véhicule d'investissement et c'est ce véhicule-là qui, lui, détient les actions dans votre société, dans votre capital. Donc, en gros, avec le crowd equity, ils sont indirectement intéressés pour des questions administratives, de faciliter aussi la gestion de votre société avec cette mécanique-là. Donc, sinon, le principe reste le même, mais la mise en exécution et la mise en place est un peu différente compte tenu de ce que je viens de dire. Exactement. Et je rajouterais juste un point sur le crowd equity funding. C'est toujours bien de lancer des campagnes de crowd equity funding du moment qu'on a une traction initiale avec des investisseurs qu'on connaît. Donc, on a déjà commencé le tour de table. Pourquoi? Parce que ces plateformes-là, très, très souvent, elles vont vous demander de dépenser du marketing sur leur plateforme pour pouvoir attirer leurs investisseurs, alors qu'en réalité, ce qu'il faut plutôt faire, c'est du moment que vous avez assez de traction, donc vous avez déjà levé un tout petit peu, et ensuite vous avez des investisseurs qui veulent mettre des petits tickets, au lieu d'aller vous-même les structurer sous un Special Purpose Vehicle, un SPA, ben là, vous allez juste passer par la plateforme de crowdfunding et elle va établir cet SPA pour vous. Donc ça, c'est l'avantage de passer par le crowd equity funding. Il ne faut juste pas se dire, voilà, je vais juste mettre mon projet sur une de ces plateformes et je vais réussir à lever des fonds. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez le voir très, très rapidement si vous parlez avec des sites on appelle des crowdcube et tout, et ils vont très très vite vous demander d'investir en fait pour avoir de la visibilité et le résultat n'est pas vraiment garanti. Ils vous le disent eux-mêmes que vaut mieux rentrer quand vous avez quand même un tout petit peu de traction et déjà une mailing list et déjà des gens qui sont intéressés. Ouais. Donc, une autre question de Lordvik, à quel moment est-il important de se poser les questions juridiques dans la levée de fonds? Moi, je suis peut-être un peu biaisé, mais le plus tôt, le mieux, parce que les questions que vous allez vous poser, forcément, ça va être, OK, comme tu l'as aussi dit, Amine, et comme vous les préparez avec Walid chez Starfounder, c'est de se poser des questions sur, OK, vous, les KPI que vous allez présenter, mais à la fin, quand vous allez lever des fonds aussi, la question que vous vous posez, c'est, OK, combien je vais aller demander en termes de financement? Et donc, vous avez besoin de définir votre besoin de financement. Et votre besoin de financement, vous le déterminez comment? Vous le déterminez en faisant votre business plan avant. Et votre business plan, vous le déterminez comment? Avec votre modèle économique. Et là, on remonte tout ce que vous devez travailler sur la partie pitch deck et autres, et sur la réflexion d'ensemble sur votre projet. Et pour revenir à quand est-ce que vous devez y réfléchir sur cette notion juridique, en tout cas sur ces notions juridiques, assez tôt, au moins pour anticiper
OK, le besoin de financement, il est, dans notre exemple qu'on a pris, 500 000 €, mais uniquement pour aller chercher des investisseurs privés. Après, vous avez des effets de levier du non dilutif qui ne sont pas des mécanismes alternatifs, mais qui sont cumulatifs. Donc, vous pouvez aller chercher un peu La plus. BPI, ouais. Exactement. Mais si on reste sur la partie financement privé, cette partie financement privé-là, OK, 500 000 €. Est-ce que 500 000 €, bah, du coup, on va aller fixer une valorisation et déterminer une valo, ou est-ce qu'on va le faire sous forme de BSR? Bah, déjà là, c'est important de savoir quelle est la stratégie. Ça vous évitera de perdre 3 mois comme ils l'ont fait, Amine et Walid apparemment, Ouais. et donc de perdre des commits d'investisseurs. Au moins, vous êtes carré direct. Et c'est transparent. Et en plus, ça, les investisseurs, ils adorent parce que dès que vous avez un commit d'un investisseur qui serait susceptible de pouvoir investir chez vous, bah, le call to action derrière, il est hyper facile. Enfin, hyper facile entre guillemets. Mais il est OK, moi j'ai besoin de 500. OK, tu es prêt à mettre 50? Boum, OK, nickel. Voilà le plan, Voilà. voilà la term sheet. Voilà Ouais, le contrat de BSR. Hop, on y va, on attend ouais. pas. Vraiment, vraiment, tu mets le doigt là où ça fait mal, Florent, parce que moi, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on a perdu plus de 500 000 € en commitment parce qu'on hésitait sur l'instrument financier, parce qu'on n'a pas pris le temps, avant de commencer la levée de fonds, de réfléchir à quel instrument financier. Je vais vous l'expliquer. Il y aura des investisseurs qui ne souhaiteront qu'investir en augmentation de capital parce qu'ils souhaitent détenir des parts pour des raisons de taxes, etc. Il y aura des investisseurs qui sont plus ouverts à tout ce qui est convertible dans le BSAR. L'avantage d'avoir déjà réfléchi ça, c'est du moment que vous lancez la levée de fonds, dès que vous tombez sur un investisseur qui dit oui, voilà, je suis intéressé, vous lui envoyez le document, boum, il est signé au bout de 24 heures. L'argent, vous l'harcelez pour qu'il l'envoie et au bout de 48 heures, voire une semaine, vous avez déjà le premier ticket. Donc ça, c'est vraiment, je peux pas, I cannot stress this enough, c'est hyper important de comprendre tous ces termes-là avant de se lancer dans une levée de fonds, sinon vous allez avoir l'air d'être amateur et voilà, vous serez pas décisif quand vous faites la levée de fonds, c'est ça. C'est vrai C'est que c'est hyper. un gage de confiance. Et ce que tu viens de dire aussi, Amine, si vous le faites aussi, et c'est par rapport à l'instrument sous forme de BSR, vous pouvez recevoir les fonds de manière beaucoup plus rapide et de manière assez flexible parce que vous pouvez faire entrer au fil de l'eau vos investisseurs. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'augmentation de capital où il faut attendre d'avoir tout le monde qui soit prêt à investir. Donc, vous pouvez entre-temps faire signer une lettre d'intention, qui n'est pas forcément engageante, mais au moins qui matérialise le commitment de cet investisseur et qui récapitule les principaux termes. Donc, c'est là où effectivement les deux logiques d'instruments peuvent être mises en balance et de se dire, OK, qu'est-ce que je vais choisir par rapport moi à ma stratégie de financement? J'ai besoin de fonds maintenant tout de suite, etc. Et ça, donc c'est effectivement, encore une fois, pour répondre à la question, important de se poser ces questions juridiques assez tôt dans la mise en place, vous, de la recherche de vos investisseurs et votre stratégie de financement que vous avez pour votre projet. Si on reprend peut-être la question qui était d'Abdelkader qui dit ah mais généralement il ne faut pas dépasser les 7%. Donc c'est intéressant. Pourquoi les 7%? Parce que en pratique, si on reprend juste notre exemple de 500 000 euros, on reprend notre exemple de 500 000 euros, mais si on ne donne pas 20%, mais si on donne 7%, bah, ça va nous donner une valorisation de combien? Bon là, le calcul mental est un peu plus compliqué. Mais ça va nous donner une valorisation de plus de 5 millions. Ça va donner une valorisation, parce que j'ai fait Ouais. sur 10 du coup. Mais après, du coup, ça va donner une valorisation aux alentours, je sais pas, de 6 millions, 6 millions, 7 millions. Mhm. Et donc, là, votre projet, il est assez récent, assez jeune, une valorisation de 6-7 millions au tout début, alors que peut-être que vous avez, certes, lancé commercialement, mais vous avez une traction, quelques revenus, mais qui restent quand même assez relatifs et vous n'avez pas un MRR. Donc, si vous avez une logique de monthly recurring revenue, donc pour le terme MRR, où vous avez des revenus qui sont tous les mois sur une base d'abonnement que vous vendez, par exemple, et ben, qui ne dépassent pas les 10, 15, 20 000 euros, même ça, même là, il faudrait peut-être atteindre des montants un peu plus de 50 000 euros par mois, par exemple. Mais bref. Donc là, aussi simplement que ça, c'est si on ne dépasse pas les 7%, moi je veux bien, c'est très bien, c'est une question de négo, mais votre valorisation, du coup, la mécanique, la règle de 3 qu'on s'est faite, et c'est comme ça généralement qu'on va la fixer de manière assez arithmétique, eh ben, on va dépasser les 7 millions d'euros. Mais si les 7 millions d'euros, là, on va les arrêter tout de suite avec l'augmentation de capital. Et si on veut lever 1 million d'euros, d'ici 12-18 mois. C'est généralement le cas. Mettons qu'on va lever dans les 18 prochains mois 1 million d'euros. Et pareil, dans les 1 million d'euros qu'on va lever, la moyenne, la médiane, on veut lever avec un fonds VC, de venture capital. Et donc, la dilution, généralement, elle n'est pas
moins de 7% avec ces investisseurs professionnels et institutionnels. Elle est plutôt aux alentours de 25-30%. On se refait l'exercice très simple. 25% pour 1 million d'euros levés, on tombe sur une valorisation pré-monnaie de combien? 4 millions. Ah ouais, mais moi, au précédent tour, je n'avais pas voulu dépasser les 7 et j'ai fixé du coup ma valo à 7 millions. Ah, on voit qu'il y a un problème là. On a commencé avec une valo haute et on finit après un prochain tour à une valo plus basse. Ça ne marche pas. Normalement, l'equity story, c'est inverse. Il est comme ça. C'est-à-dire qu'on commence avec une valorisation qui va être effectivement à 3 millions, mais après, pour avoir une valorisation à, je sais pas, à 2, et ensuite, on va avoir une valorisation plus haute. Et donc, pour éviter aussi peut-être ces problématiques de valorisation et de fixation des 7%, parce que je ne veux pas donner plus de 7, et ben là, on utilise l'alternative qui est le BSR. Là, le BSR va avoir l'utilité de ne pas fixer votre valo, il va avoir l'utilité de pouvoir encadrer la valorisation à laquelle convertiront les BSR lors du prochain tour de financement. Typiquement, on veut lever 500 000 euros tout de suite, 1 million plus tard. Et ben, les 500 000 euros, on ne fixe pas de valo tout de suite, on fixe un encadrement avec les BSR qui convertiront dans la valorisation fixée lors du prochain tour dans les 18 mois. Voilà, un autre exemple. Yes. Franchement, c'est hyper clair. Et là, l'insight, il est le suivant. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Parce que c'est vrai que c'est une question de négociation. Mais j'en connais des boîtes qui ont levé à 8 millions de valorisation en early stage et derrière qui ont vraiment souffert pour avoir des investisseurs au prochain tour. Parce qu'au final, c'est un jeu d'évaluation. Ce que les investisseurs professionnels adore jouer, c'est le jeu des multiples de valuation. Donc, ils rentrent quand c'est pas très cher et ensuite, au moment de l'exit ou de l'IPO ou de la revente, ils vont faire le revenu. Donc, du moment qu'ils voient qu'il n'y a pas énormément de marge de progression par rapport à la valuation de votre boîte, vous n'êtes plus intéressant. Donc, ça, il faut faire vraiment attention. C'est pour ça des ratios de valorisation de boîtes en early stage, elles sont plus ou moins les mêmes. Il y a toujours des benchmarks d'industrie qu'il faut suivre et vraiment négocier du moment que vous sentez qu'il y a vraiment une vraie différenciation par rapport à vos revenus, par rapport à des, on va dire, à des brevets que vous détenez, etc. Là, bien sûr, c'est au cas par cas, mais en général, il ne faut pas aussi être hyper gourmand, sinon ça va vous faire mal dans le futur. Voilà. Même si on a envie que la valorisation soit le plus haute possible, tout le monde se le souhaite, mais effectivement, ça peut être bloquant et l'idée, c'est pas que vous soyez bloqué par la suite. Je pense avant de prendre les autres questions, on peut rentrer directement dans le sujet du BSAR parce qu'on a commencé à l'aborder. Donc, on a parlé vraiment en détail de la première méthodologie de levée de fonds qui est l'augmentation de capital. Là, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus voilà, l'idée derrière le BSAR, voilà, les différents termes et tout. Avec plaisir. Donc, déjà, comment c'est venu ce BSR? Il vient des pratiques anglo-saxonnes, donc des États-Unis, avec Y Combinator, qui est un accélérateur assez connu, en tout cas qui a notamment accompagné, donc c'était Airbnb, je crois, il y a Dropbox et d'autres belles boîtes qu'on connaît, et donc qui est hyper réputé là-bas. Et en fait, eux, ils avaient cette problématique aussi, qui était celle d'accompagner des projets très jeunes. Donc, lorsqu'il y a tout juste un produit, et encore, c'est peut-être un POC, c'est fait en no-code version low-tech avec des spreadsheets derrière, du Zapier en connexion, enfin bref. Et donc, on essaie d'initier quelque chose, c'est peut-être du prêt aussi revenu, ou alors il y a des revenus, comme on se l'est dit, qui sont assez relatifs. On a une petite traction qui commence à venir, mais il n'y a pas vraiment un product market fit avec une grosse traction, avec du récurrent, voilà, on débute quoi. Et donc, raison pour laquelle ils se disaient, la problématique de valorisation, de la fixation de cette valo, c'était celle dont on vient de parler. Si, OK, on a des investisseurs prêts à mettre 500 000 euros, mais qu'on ne veut pas donner plus de 5% du capital, 7% du capital, mécaniquement, ça va augmenter et avoir une très forte valorisation, mais qui n'est pas forcément corrélée avec la maturité du projet. Et donc, raison pour laquelle eux, ils ont créé cet outil qui s'appelle le Simple Agreement for Future Equity. Et cet outil qui s'appelle le SAFE, donc la version longue, c'est le Simple Agreement for Future Equity. Et donc ça, c'est quoi? C'est en gros ce que nous, on a localisé en France, ce qu'on a mis en place en France avec le BSAR. Donc la logique est exactement la même que cet instrument. Et cet instrument, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on s'est aussi dit un peu en filigrane tout à l'heure, c'est de faire entrer des investisseurs tout de suite, donc qui peuvent financer le projet. Donc, ils financent, ils vont mettre les 500 000 euros dans notre exemple tout de suite dans la boîte, mais
la contrepartie, c'est qu'ils auront, eux, des actions lors du prochain tour de financement. Et ce prochain tour de financement, qui sera dans les 12, 18, 24 mois qui suivront, fixera, lui, la valorisation parce que on aura là des données un peu plus quantifiables, un peu plus objectives pour fixer une valorisation plus cohérente par rapport à la maturité du projet. Parce que entre aujourd'hui où on vient de se lancer, ça fait certes 1 an qu'on bosse sur le projet, mais si on a 500 000 € qui viennent booster, nous, le développement de notre projet, de pouvoir faire nos premiers recrutements et commencer là à vraiment se lancer sur le marché commercialisé, avoir des retours utilisateurs et progresser dans la maturité et le développement de notre projet, notre produit, et ce qui nous permettra ensuite d'arriver d'ici les 18-24 prochains mois avec une traction peut-être plus importante et là de financer le projet avec un montant pareil, peut-être plus important, mettons 1 million d'euros, et là on fixera la valorisation. Quand on fixera cette valorisation, donc l'exemple qu'on se donnait, OK, 1 million d'euros, on va les fixer là, l'idée c'est de se projeter lors de ce prochain tour de financement et de se dire, OK, on va viser 1 million d'euros. Là, on les fait rentrer à 500 000 € en BSR, mais ils rentreront, eux, au capital lors du prochain tour qu'on vise à 1 million d'euros. OK, on se refait l'exercice. 1 million d'euros, on va se dire, OK, on va la donner entre 20 et 25% du capital. Donc, c'est entre une valorisation à 3 ou 4 millions pré-monnaie. OK. Ces investisseurs R, eux, quand ils rentreront au capital lors de ce prochain tour de 1 million d'euros à une valeur de 3 ou 4 millions pré-monnaie, ils ne vont pas rentrer à cette valorisation-là, parce qu'ils auront financé le projet de manière plus précoce, et donc ils auront pris un risque plus conséquent. Donc la contrepartie que vous donnez à ces investisseurs pour compenser ce risque qu'ils ont pris, c'est de leur donner des conditions dans le BSR, et ça veut dire que quand ils convertiront leur BSR en action lors du prochain tour de financement, ils le feront à des conditions un peu plus avantageuses. Ces conditions plus avantageuses, elles sont de 2 ordres. C'est soit un plafond, un calcul qui se fait du coup, la valorisation plafonnée pour la conversion des BSR sera, mettons, de 2 millions d'euros. Donc, si c'est le cas, quand vous avez prévu votre BSR de 500 000 €, quand ils rentreront au capital lors du prochain tour, si le prochain tour, c'est 1 million d'euros investis pour une valorisation de pré-monnaie de, mettons, allez, 4 millions, eux, ils rentreront pas à une valorisation de 4 millions, mais ils rentreront avec une valorisation de 2 millions parce que vous avez prévu ce plafond à 2 millions, ce qu'on appelle le cap. L'autre aspect qui est intéressant pour les investisseurs. Juste pour commenter ça, donc Ouais. là, ce qui va se passer, c'est que les investisseurs qui sont rentrés au premier tour avec le BSAR, ils vont payer 2 fois moins cher le prix de l'action, parce que les investisseurs qui rentrent au tour présent, ils vont payer leur action à la valorisation prime-année de 4 millions, alors que les investisseurs qui sont rentrés au début grâce au BSAR, ils vont le payer à 2 millions. Donc, ils vont le payer, on va faire le calcul comme si la boîte valait en réalité 2 millions et non pas 4 millions. Voilà. Je me suis mis en mute, je ne sais pas pourquoi, mais exactement. Et donc, ça, c'est une des premières conditions qu'on peut prévoir. Il y a une autre condition qui est une décote. La décote, elle joue, c'est soit le cap qui joue, soit la décote. La décote, elle va jouer pareil. C'est une décote qu'on applique à la valorisation pré-monnaie lors du prochain tour, qui est généralement entre 10-20%, peut aller jusqu'à 25-30 selon. Ça, c'est ce qu'on observe en pratique. Donc, ce qui veut dire quoi? Si la valorisation, elle est de 4 millions pré-monnaie, et qu'on prévoit par exemple une décote de 20%, ce qui est assez standard, eux, ils convertiront non pas une valorisation de 4 millions, mais une valorisation décotée de 20%, ce qui nous donne 3 millions d'euros. Donc, eux, ils rentreraient, si c'est la décote qui joue, 3 millions d'euros. Mais si on avait prévu un cap à 2 millions, c'est le plus intéressant qui va jouer. Ce sera du coup non pas la valorisation décotée de 3 millions d'euros, mais ce sera la valorisation cap de 2 millions. Parce que entre 3 millions d'euros et 2 millions, c'est plus intéressant pour l'investisseur de rentrer avec la valo, comme tu l'as dit, Amine, qui est décotée de quelque part 50%, que de 20%. Voilà. Et donc, ça, c'est ces 2 conditions principales qu'on offre aux investisseurs R pour compenser le risque et en gros les intéresser à investir avec le BSAR en vue d'un prochain tour de financement qui arrivera plus tard. Juste pour résumer, c'est très très simple le BSAR et les instruments convertibles en général, c'est très très simple. L'idée de base, elle est que les investisseurs, ils vont vous donner de l'argent tout de suite, mais ils ne vont pas recevoir les actions tout de suite. Ils vont les recevoir au moment du prochain tour de table, qui sera un tour de table par augmentation de capital. L'idée, c'est quoi? C'est de dire la boîte, elle est tellement jeune qu'on ne peut pas déduire, qu'on ne peut pas vraiment mettre une valorisation aujourd'hui. Donc, on va
donc postpone cette discussion de valorisation jusqu'au prochain tour. Mais bien sûr, vu qu'ils investissent aussitôt dans le projet, ils prennent énormément de risques. C'est clair qu'il faut leur donner un avantage par rapport aux investisseurs qui vont venir plus tard. Et cet avantage-là, il est en fait, il y a deux paramètres. Le premier, c'est le cap. Je ne me rappelle plus comment tu as appelé ça C'est en ça, français. le cap, le plafond. Ouais, La le plafond. valorisation plafond. Voilà, la valorisation plafond. Et l'idée, c'est quoi? C'est que même demain, on va dire, allez, votre boîte, elle a explosé. OK? Vous allez lever demain une valorisation de 20 millions. Mais vu que les investisseurs, au début, qui ont mis de l'argent dans votre société, au tout début, vous leur avez promis un plafond de 2 millions, même si la valorisation actuelle elle est de 20 millions, eux, ils vont être convertis sur une valorisation de 2 millions. Donc ça, c'est la partie plafond. Okay. Et ensuite, il y a la partie décote ou le discount. Et ça, c'est pareil, c'est très simple. Si jamais, et ça en fait, ça c'est dans les cas où, par exemple, vous leur avez donné un cap de 4 millions et derrière, dans le prochain tour de table, vous êtes toujours à 4 millions, il y a quand même une petite décote de 20%, de 30% qui va quand même leur assurer qu'ils auront toujours un tarif préférentiel par rapport aux investisseurs qui vont venir plus tard. Donc ça, c'est juste pour résumer les choses. Exactement, parfaitement résumé. Merci Amine. Avec Il plaisir. y avait, il y avait quelques petites questions. Je ne sais pas si. Ouais, on prend quelques questions, exactement. Il y en avait une qui disait, par exemple, Abdelkader, mais si on donne 7%, puis 25% ou 30%, donc on va aller jusqu'à donner 32% du capital. En gros, ça, c'est là où il faut anticiper la logique de dilution. Les raisons pour lesquelles il faut avoir ça en tête. Parce que là, la minorité de blocage, effectivement, enfin, offerte, pas vraiment non plus, hein, parce que s'ils vous ont donné plus d'1 million d'euros, ces investisseurs, ils ont quand même pris un risque et ils veulent avoir droit au chapitre et dans la partie gouvernance, ils veulent être quand même présents. Et raison pour laquelle, quand on parlait justement de l'augmentation capitale, ou dans l'exemple qu'on vient de se donner avec les 1 million d'euros investis, quand c'est par exemple avec un fonds d'investissement institutionnel, mettons un fonds VC, vous allez négocier une lettre d'intention. La lettre d'intention, en gros, elle va récapituler les principaux points des conditions de l'investissement et ça, ce sera ensuite transcrit dans votre pacte d'associés. Et dans ce pacte d'associés, en gros, et dans la lettre d'intention, en fait, il y a deux aspects principaux. C'est un, il y a un aspect financier et économique, principalement avec la valo dont on vient de parler. Et deux, il y a un aspect qui est aussi très important, et son pendant, qui est la gouvernance. Dans le cadre de la gouvernance, souvent, vous avez le comité stratégique, qui est un board qui va être institué. Donc, quand bien même ces investisseurs auraient pas forcément une minorité de blocage de 33%, mais ils auraient une minorité, enfin, ils auraient, disons, allez, 15% du capital, ces fonds VC, ils veulent quand même avoir un droit de regard sur des décisions stratégiques. Et c'est dans le cadre de ce comité stratégique, de ce board, qui prévoiront dans la partie gouvernance que vous, en tant que fondateur, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi. Il y a des décisions stratégiques qui devront être soumises au préalable à ce comité stratégique et au board avant même que vous preniez ces décisions. Donc c'est comme ça que même s'ils n'ont pas la minorité de blocage, ils ont quand même un pouvoir en termes de gouvernance sur des décisions stratégiques parce que eux, quand ils investissent 1 million d'euros, ils veulent quand même maîtriser un peu leurs risques et aussi des décisions stratégiques dans le cadre de la gestion de la société. Donc, ils ne sont pas dans la gestion, mais ils sont dans au moins la vérification de ce que vous pouvez faire sur des aspects stratégiques. Voilà, sur cette partie gouvernance. Je rajouterai juste un point, ça c'est une partie hyper importante de la gouvernance, par rapport à ton calcul. Donc en fait, si on donne 7% au premier tour et ensuite on donne 25% au deuxième tour, je pense que tu voulais dire 32% du capital. En fait, en réalité, on ne donne pas 32% du capital parce qu'à chaque fois qu'on donne, la valorisation de la boîte change. Okay. À chaque fois que vous faites une levée de fonds, la valorisation, logiquement, elle va augmenter. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous, en tant que fondateur, les investisseurs qui sont rentrés au premier tour, les investisseurs qui rentrent au deuxième tour, c'est tout le monde qui va subir une dilution. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'augmenter le gâteau. En fait, même si vos parts du gâteau, elles vont diminuer, mais en réalité, plutôt le pourcentage, il va diminuer, mais en réalité, la valeur, elle va augmenter. Donc ça, il faut garder ça en tête. C'est tout le monde qui va subir de la dilution quand on fait une levée de fonds parce que c'est le concept de base
d'une levée de fonds, c'est l'émission de nouvelles parts de la société, donc c'est tout à fait normal, mais en fait, c'est la part, c'est le gâteau qui prend en valeur, c'est ça. Donc, il faut garder ça en tête. Mm. Il y a une question sur le BSR là, de Ludwig qui dit que le BSR, il investit au début, mais après, il réinvestit lors du prochain tour. Il ne réinvestit pas lors du prochain tour, hein. Lui, il aura investi tout de suite, comme on se l'est dit avec Amine. Donc, l'investisseur en BSR, il va financer tout de suite la société. Donc, c'est-à-dire que les fonds qu'il va investir, donc dans notre exemple, les 500 000 euros mis en BSR, ils seront disponibles tout de suite dans les caisses de la société. Et c'est en plus pas avec un compte d'augmentation de capital, etc. Donc, les formalités, il n'y a pas de formalité non plus auprès du greffe, etc. Donc, c'est purement contractuel, donc ce qui facilite aussi les choses pour la mise en place d'un BSR. Mais ils investissent tout de suite ces 500 000 et ils réinvestissent pas ensuite dans le montant de 1 million lors du prochain tour. Eux, ils convertiront juste les actions qu'ils auront, enfin les BSR en actions lors de ce prochain tour, mais ils ne refinancent pas, ils ne remettent pas les 500 000 euros en question sur la valorisation. Ils auront déjà fait ce financement. En fait, comme tu l'avais dit aussi, Amine, ils financent tout de suite, ils prennent donc un risque plus important et après, ils convertissent à des conditions plus avantageuses lors d'un prochain tour de financement, mais sans refinancer. Je pense qu'on prend deux questions rapidement et ensuite j'ai une question très très simple Ouais. pour toi. Donc là, on avait une question de Louis. Si la boîte met la clé sous la porte entre les deux tours de table, qu'est-ce qui se passe? S'il met la clé, il dépose le bilan entre les deux tours de table. Ouais, Statistiquement, déjà, on a plus de chances de déposer le bilan que de devenir une licorne, hein, ça on le sait. exactement. Ouais. Et donc, au-delà de ça, on perd. En gros, il faut comprendre aussi que des investisseurs qui financent votre projet, comme je viens de le dire, ils ont plus de chances, en gros, de perdre l'investissement parce que c'est par définition risqué. Quand on lance un projet, la majorité des startups, on entend souvent dire qu'une startup sur 10, au bout d'un an, voire 2 ans, justement, dépose le bilan. Euh, Ça, c'est un fait, quoi. C'est le risque de l'entrepreneuriat. Et OK, et donc là, si votre investisseur, lui, ne comprend pas ça, c'est qu'en fait, il n'est pas très au fait du risque qu'il peut prendre en investissant dans votre startup. Donc, c'est à vous aussi d'avoir à choisir vos investisseurs. Et de la même façon où il y a des due diligence d'investisseurs quand ils veulent investir dans des sociétés, etc. Bon, au début, c'est assez facile, ouais, c'est assez rapide, mais après, quand c'est des sociétés plus matures, elles sont plus importantes, c'est due diligence. Mais mon point, c'est quoi? C'est de dire, en fait, si vous avez un investisseur qui n'a jamais investi dans des startups et qui a l'impression d'investir comme dans une assurance vie en finançant votre projet, ça, c'est un peu un red flag. Il ne faut pas vous dire c'est un bon investisseur parce qu'il ne comprendra pas en fait pourquoi il n'aura pas un retour sur investissement rapide, alors que généralement, le retour sur investissement, il se fait même, déjà, s'il y a un retour sur investissement, mais il se fait sur du long terme. Généralement, ça prend plusieurs années. Et ça prend, quand moi, si j'investis dans votre boîte, j'investis dans Starfounder, je sais que ça va mettre 5, 7 ans peut-être à se monétiser à un moment. Et il n'y a pas forcément de liquidité et ce n'est pas garanti. Donc, il y a même plus de chances qu'en fait, je ne retrouve jamais moi mon argent, plutôt que ça me rapporte un x5, un x10, un x20. Et donc, c'est là où, encore une fois, c'est important de l'avoir en tête sur le choix de vos investisseurs et quand vous en discutez avec ces investisseurs, que ce soit clair là-dessus. Et si vous devez poser le bilan, pour répondre enfin à la question, eh ben, il a perdu son investissement de la même manière. Vous avez perdu, vous avez Votre gagné certes en temps. expérience, mais vous avez peut-être pas perdu votre temps, mais vous avez au moins appris, etc. Et vous avez gagné en expérience, mais votre projet, effectivement, vous avez fait perdre de l'argent à vous ainsi qu'à vos investisseurs. Et c'est la vie. Ouais, C'est comme c'est ça. une très, très, très bonne question, lui, parce que c'est quelque chose qu'on répète toujours à Star Founders. L'investissement ou la levée de fonds, c'est pas que enfin, les investisseurs qui vous choisissent, vous choisissez les investisseurs. Il faut toujours partir de ce principe-là. Vous choisissez les personnes qui vont être là avec vous pendant votre aventure entrepreneuriale. Parce que si vous faites le mauvais choix de l'investisseur, si vous partez du concept que les investisseurs il faut les mettre sur le piédestal, c'est rarissime, voilà, whatever they say, vous le faites et tout, c'est déjà très très mal pour vous. Il faut plutôt partir d'un mindset d'abondance. Il y a plein de gens
qui seraient potentiellement intéressés à financer vos projets. Il suffit juste de savoir où chercher. Il faut toujours avoir ce mindset de sélectivité. Moi, je ramène des gens qui vont être vraiment des partenaires. Parce qu'au final, en fait, si la boîte fait faillite, ben, ce n'est pas la fin du monde, hein. Les investisseurs, ils sont en courant. Les bons investisseurs savent très, très bien que 9 sur 10, ben, ça va donner rien. Et il y aura juste une seule opportunité qui va exploser, qui va faire le return de x10, qui va compenser les 9 autres boîtes. Donc, c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Voilà. Exactement. J'ai un Ah. exemple concret sur ça, si je peux d'ailleurs, Amine, c'est, vous connaissez Agricool? Non, Agricool, c'est une société qui était dans la food, qui s'est lancée, je crois que c'était en 2015 ou par là, je ne sais plus exactement, mais peu importe. Agricool, c'était une super boîte qui avait vocation à faire de la production de l'agriculture urbaine dans des containers avec de l'hydroponie. Et ils avaient commencé par faire des fraises dans des containers et de vendre ces fraises qui faisaient pousser dans ces containers avec une logique de micro justement production dans un milieu urbain à vocation de pouvoir générer une sorte d'agriculture du futur avec une vision hyper innovante. Ils avaient levé des fonds auprès de fonds notamment d'investissement comme Daphne. Ils avaient levé en tout, je crois, plus de 50 millions d'euros par là, en tout cas plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ils ont été revendus, vous savez combien? En procédure collective, en redressement judiciaire, à hauteur de 5 000 euros. Donc, pareil, en gros, ils ont déposé le bilan et après, ça a été racheté avec ce qui est resté. Ils ont épuré tous les actifs par rapport aux passifs qu'ils avaient dans la société. Et c'est la vie d'une entreprise. Et ils avaient plusieurs cinquantaines de 50 000 euros. Ah, voilà, merci Alex. Donc, voilà, pas 5 000 euros, mais 50 000. Mais comparativement au fonds levé, voilà, on est quand même dans une logique où ils ont, eux, créé beaucoup de valeur et après, cette valeur-là, parce que le modèle économique était très compliqué, c'est quand même très dur d'innover, en plus dans le secteur de la food où c'est concurrentiel, c'est hyper concurrentiel, c'est assez difficile comme secteur. Mais bref, et en plus, je connais pas mal parce que j'avais travaillé à la ruche qui dit oui avant de bosser chez Seed Legals et avant d'avoir créé ma boîte. Enfin bref. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que il y a plein d'exemples. Et d'ailleurs, Daphne, qui avait financé ce projet, qui était un des fonds d'investissement qui avait suivi, eux, ils ont fait un post LinkedIn qui était, je trouve, super et top, justement, en termes de message. C'était quoi? C'était de dire, effectivement, on a perdu de l'argent avec Agricool et on serait prêt à le refaire. Demain, si on doit le refaire, on le refait. Pourquoi? Parce que c'est leur métier, eux, de financer le risque, en ayant une connaissance, justement, comme on le disait, qu'il y a plus de chances qu'il y ait de la casse que de la réussite. Et eux, derrière, en termes de fonds d'investissement, comme tu l'as aussi dit, Amine, il y en a une sur 10 qui va réussir et qui va couvrir peut-être les pertes des autres. Mais c'est une logique de financement de sociétés early stage comme vos projets sûrement. Voilà pour l'exemple que j'avais en tête. Voilà, super. Là, j'aimerais bien qu'on parle un peu qu'on compare un peu les deux voies de levée de fonds, donc la voie de levée de fonds classique par augmentation de capital et la voie de BSAR. J'aimerais bien que tu nous parles un peu, Florent, des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Pour aller chercher des investisseurs, soit business angels ou fonds d'investissement, Ouais, la typologie, ouais. ouais, exactement. On part voilà, sur des BA. Voilà, on est en early stage. Déjà, c'est une bonne question à vous poser. Et de la même façon où le juridique est important, c'est aussi dans cette stratégie d'aller lever des fonds, c'est central. Parce que, en fait, si vous allez chercher des fonds d'investissement traditionnels, eux, ils attendront que vous ayez quand même une traction un peu plus importante que si vous étiez au début, sans forcément de chiffres, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes de nombre d'utilisateurs, clients, etc. Là où, contrairement, des business angels, eux, ça dépend, ils sont peut-être un peu moins regardants là-dessus. Il y en a certains qui peuvent se dire pareil, moi, il faut que tu montes de l'attraction, et ils seront quand même certainement regardants là-dessus. Mais en gros, le process sera peut-être moins long, moins fastidieux que de passer par des fonds d'investissement. Et souvent, ce qu'on observe, nous, et le retour de nos utilisateurs qu'on accompagne quand ils vont voir des fonds d'investissement, ils ont comme retour, c'est intéressant, gardons le contact, mais c'est trop tôt. Et reviens nous voir quand tu as atteint tel seuil en termes de KPI, que ce soit du MRR ou autre. Alors que des business angels, là, généralement, quand vous faites des tours au départ, quand vous allez faire des financements généralement plutôt pré-seed,
ce sont des business angels que vous allez chercher. Et cette typologie de business angels, comment les trouver? Ça, c'est, je pense, avec plein de tips que vous donne Amine et Walid. Et en gros, généralement, on est sur du LinkedIn, on va chercher des VP Sales, des VP qui sont dans votre secteur d'activité, dans des boîtes, également par exemple dans la food, comme je disais, ou dans de la fintech, et de les démarcher comme ça. Mais d'abord, il y a aussi, comme effectivement vient de le dire Sylvain dans le chat, il y a les family full and friends. Et donc ça, c'est quoi? C'est les 3 F. Et donc c'est en fait les personnes qui vous entourent, parce que ces personnes qui sont de votre premier réseau, eux, ils vont financer plus votre projet pour vous que par le projet lui-même. Donc, ils vous suivent. Et eux, peu importe, c'est les plus proches et qui vous font confiance. Donc, il y a eux d'abord, effectivement. Et après, il y a le deuxième réseau qui est celui peut-être des business angels qui sont aussi des business angels qui sont peut-être des contacts de votre premier réseau. Et ça joue énormément comme ça, par contact, cooptation. Parce que quand vous avez des investisseurs donc, que vous pouvez trouver soit via des incubateurs, soit via un LinkedIn en faisant des recherches, soit via votre premier réseau à vous, et ben derrière, eux, généralement, ils ont aussi d'autres personnes qui connaissent. Et vous voyez un peu l'effet papillon qui peut se produire, c'est-à-dire que eux, généralement, et ça fonctionne comme ça, s'il y a des investisseurs BA qui ont l'habitude d'investir dans des boîtes early stage, vous arrivez à le convaincre, lui, peut-être qu'il va dire, moi, j'ai deux, trois potes aussi qui ont l'habitude d'investir avec moi et il pourra les ramener. Donc, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et après, dans la logique de comment les convaincre, généralement, on utilise toujours les mêmes termes, plus ou moins, le même KPI. C'est toujours un peu dans cette logique de pitch deck, de comment tu le construis, que ce soit c'est quoi ta différenciation, donc ton facteur de différenciation, c'est quoi le marché que tu adresses, c'est quoi surtout ce qui est hyper important, c'est vous l'équipe, c'est-à-dire est-ce que vous avez une complémentarité dans l'équipe, est-ce que donc on peut avoir une certaine confiance et se faire la conviction que vous allez délivrer, exécuter à fond et que le projet derrière, ok, il y a un modèle économique qui tienne la route, il y a des financials qui tiennent la route sur du BP et que votre financement aussi sur votre problématique de besoin de financement tienne la route, tout ça, c'est des arguments à faire valoir auprès de vos investisseurs. Et donc, il faut l'avoir en tête. Nous, d'ailleurs, sur Cdgaz, on a développé là, sur la plateforme, une partie qui s'appelle Pitch, et vous pouvez mettre toutes les infos, soit Pitch Deck et tout, pour les partager ensuite aux investisseurs. D'ailleurs, ça pourrait t'intéresser, Amine et Walid aussi, donc on pourra en reparler, mais bref. Donc voilà, pour moi, c'est ça, comment bien distinguer les BA. Donc, les arguments seraient peut-être un peu les mêmes que pour un fonds d'investissement. La maturité, c'est peut-être un peu plus tôt avec des BA, même si tu les retrouves ensuite, d'autres BA à des tours de seed et tout en complément de fonds VC. Et généralement, c'est des personnes qui sont dans ton premier réseau et aux alentours. Et après, sur LinkedIn, il faut aller les chercher. Mais voilà, ça, c'est ce que tu fais avec Star Founders, tu les aides là-dessus. Exactement, ouais. Ouais, franchement, très très bonne question par rapport à ça. J'aimerais juste qu'on reparte sur la question de choix en fait entre les différentes voies parce que j'aimerais bien qu'on en tire très très concrètement c'est quoi la recommandation pour un entrepreneur qui est early stage, qui aujourd'hui fait sa levée de fonds. Est-ce qu'il faut passer par la voie d'augmentation de capital? Est-ce qu'il faut passer par la voie de BSAR? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque voie? Très bonne question, effectivement. Là, ça dépend, vous, en fait, aussi votre maturité. Quel stade de financement vous êtes? Si vous êtes à un stade de financement où vous ne générez pas encore de revenus, ou encore une fois, vous générez des revenus qui ne sont pas significatifs, que la fixation de la valorisation par rapport à vos besoins de financement peut poser question dans le cadre d'une augmentation capitale, comme on se l'est dit lors de notre exemple, là, on peut se dire, OK, c'est plutôt un BSR qui va être intéressant à réaliser. Aujourd'hui, pour vous donner aussi, nous, des données sur ce qu'on observe sur le marché, en France, en tout cas, c'est que 80% nous, des boîtes qui viennent nous voir font des BSR pour ces raisons. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas fixer tout de suite la valorisation de la boîte et elles veulent aussi avoir un besoin de financement auquel elles répondent tout de suite. Et pourquoi elles passent aussi par cette méthode du BSR? Pour des questions de mise en place du financement. L'augmentation de capital, les différences avec un BSR, c'est que l'augmentation de capital, c'est on fixe la valeur. 2, il faut attendre que tous les investisseurs soient regroupés et prêts à investir au même moment. Donc, ça nécessite aussi un peu plus de temps de regrouper les gens, de se mettre d'accord sur donc, la valorisation. Tout le monde investisse au même prix, c'est normal. Qu'on se mette d'accord aussi sur les conditions du pacte d'associés, la gouvernance, etc. Même si ça peut être assez standard et nous, on digitalise tout le process, on automatise les docs, donc ça peut aller vite avec nous. Mais
quand même, il faut quand même se poser ces questions-là et les mettre en place. Après, il y a aussi un compte d'augmentation de capital à mettre en place avec une augmentation de capital, contrairement au BSR où tu peux faire le versement des fonds tout de suite sur le compte de la société. Et enfin, tu as les formalités d'augmentation de capital à faire auprès du greffe. Donc ça, sur la méthode traditionnelle, ça implique une lourdeur un peu plus importante, mais s'il y a des investisseurs qui veulent absolument investir sous forme d'augmentation de capital parce qu'ils veulent détenir des actions tout de suite, parce qu'effectivement, ils veulent investir sous forme de PEA ou de PEA PME ou loi Madelin, et donc ces dispositifs fiscaux sont éligibles aux augmentations de capital traditionnelles, mais pas forcément au BSR. Donc là, si c'est ça qui est bloquant et qu'ils veulent absolument faire ça, mais qui sont prêts, là, il y a une dizaine de BA qui sont prêts à investir là tout de suite, ok, c'est cool, on est d'accord avec la valo et on y va, on le fait vite, ok, pas de souci, on fait une augmentation de capital traditionnelle. Inversement, on n'est pas trop sûr, et c'est la raison pour laquelle je disais, il y a 80% des boîtes qui font du BSR, c'est parce que vous avez besoin, vous, de flexibilité. Donc, vous ne voulez pas encore fixer peut-être la valo parce que le projet est trop jeune. Vous voulez faire entrer au fil de l'eau ces investisseurs parce que là, il n'y a pas tout le monde tout de suite qui est prêt à investir. Il y a peut-être d'abord un peu de friends and family et après, il y a quelques BA qui seraient prêts à mettre, mais pas tout de suite. J'ai l'accord qui vient là. Il est parti en vacances, mais il revient début août, donc il doit me faire un retour. Puis, il y en a un autre qui est parti, il part en août, donc il me fait un retour en septembre. Ah ouais, merde, mais donc il faut que je regroupe tout le monde. Là, le BSR permet de, si vous avez des conditions cadrées, de les faire rentrer tout de suite. Ok, vous êtes mis d'accord avec lui, boum, il fait le financement, il investit tout de suite dans la boîte. Et donc là, on voit les deux méthodes, une plus agile, qui est le BSR, mais pour une logique peut-être plus précoce en termes de maturité et de financement. Et on a fait des financements en BSR, nous, sur site égal, ce qui vont de 50 000 euros à 100, à 500, jusqu'à 2 millions. Donc, vous voyez, en fonction des besoins et des stratégies. Pareil, après, sur la logique d'augmentation capitale, si vous avez tout le monde qui est aligné, qui est prêt à investir, faisons ça. Il n'y a pas de raison d'attendre et de faire un BSR. Voilà, je pense que ça résume parfaitement la différence entre l'augmentation de capital et le BSAR. La préférence, en fait, avant de donner my point of view, j'ai deux questions pour toi, Florent. La première, est-ce qu'on peut faire deux BSAR à deux investisseurs avec des termes complètement différents? Alors, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est une pratique qu'on observe, notamment quand il y a des raisons objectives de le faire. Parce que, tu vois, on est tous les deux les investisseurs, Amine. On va investir dans une société, mettons celle de Louis. Et donc, là, moi, je vais mettre 50 000 euros. Toi, tu vas mettre 100 000 euros. Moi, je mets 50 000 euros et je vais l'aider un peu sur la partie expertise et il va me donner une décote de 30%. Et toi, il va te donner, alors que tu mets 100 000 euros, il va te donner 20%. Là, c'est pas trop rationnel, quoi. Et donc, après, c'est possible de le faire parce qu'il n'a pas d'obligation de te donner, toi, l'information sur ce qu'il m'a donné à moi, tu vois. Mais inversement, si justement, tu peux, et c'est ce qu'on observe en pratique, justifier ça de manière plus objective et plus rationnelle, donc pas avec l'exemple que je viens de donner, mais inversement, en plus, moi, j'investis un peu plus tard, toi, tu investis tout de suite 100 000 euros. Moi, j'investis, allez, en octobre prochain, mes 50 000 euros. Là, il y a des raisons objectives. Un, toi, tu as investi plus tôt dans le projet avec 2 fois la somme que moi, je vais mettre. Et donc là, ce qui peut justifier qu'à toi, il va te donner une décote un peu plus avantageuse de 30%, alors que moi, j'ai investi plus tard avec un montant moins important. Donc moi, il va me donner peut-être 15%, 2 fois moins de décote. Parce que, un, j'ai investi plus tard, donc j'ai pris un risque un peu moins important entre, tu vois, le 13 juillet et le 31 octobre. Il y a quand même eu du temps qui est passé. Il a eu le temps de faire pas mal de choses, oui. Et derrière, la décote, elle va être adaptée. En plus, moi, je mets 50 000 et toi, tu as mis 100. Voilà, donc, réponse oui. Et là, je donnais un exemple. Et en fait, on peut utiliser ces arguments-là quand vous êtes entrepreneur pour dire ceux qui mettent des tickets plus importants, par exemple entre 50 et 100 000, ils ont, je sais pas, 20% de décote. Pour ceux qui mettent moins de 50 000, ils ont une décote de, je sais pas, 10-15%. Justement, je voulais juste rajouter, moi c'est une technique que j'ai utilisée quand je levais des fonds et que je conseille à beaucoup d'entrepreneurs de le faire. C'est aussi en fait d'utiliser le changement de cap sur le BSAR ou sur le convertible comme argument pour closer les investisseurs. Parce que nous, ce qu'on faisait, c'est on disait, voilà, on est en train de lever 500 000. Du moment qu'on atteint les 500 000, si vous n'investissez pas, pardon, ce qui va se passer, c'est que le cap va augmenter. Voilà.
Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est l'offre et la demande. Donc, moi, j'avais prévu de lever 500 000 à un cap de 5 millions. Du moment que je dépasse les 500 000, ben, dans ce cas-là, je suis prêt à prendre des investisseurs, mais je vais essayer de me diluer moins en proposant un cap à 6 millions ou à 7 millions. Donc, en fait, ça aussi, c'est comme ça que vous mettez en place de manière pratico-pratique et pragmatique de l'attraction dans votre levée de fonds. Parce que le message, il va être complètement différent. Il y aura vraiment une raison vraiment très, très claire qui va pousser les investisseurs à l'action et à investir dans votre boîte parce qu'ils ont peur, ils ont de la FOMO, que voilà, la valo, elle va passer, ou le cap va passer de 5 à 7, voire à 10 dans quelques semaines. Et donc, ils vont y aller à l'action beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on répond à deux questions et ensuite, Florent, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de Seed Legos parce que là, on a dépassé. Oui, je vois ça. Oui. Mais c'était juste une conversation qui est tellement passionnante et que voilà, on n'a pas vu le temps passer. Alors, très rapidement, alors, y a-t-il un intérêt plus simple d'avoir une SAS à capital variable? Non, en pratique, on ne voit pas l'intérêt d'une. Donc, déjà, sur la forme juridique, effectivement, nous, 99% des startups qu'on observe et qu'on accompagne sont des SAS et pas à capital variable, à capital fixe. Pourquoi? Parce que capital variable, en fait, ça permet de faire entrer et sortir des gens plus facilement, mais quand on a. Généralement, par exemple, quand on a le fameux SPV, là, donc le Special Purpose Vehicle, qui est un véhicule d'investissement dans lequel on regroupe des investisseurs, là, avoir une SAS à capital variable, ça peut faire sens parce que ben, on a un certain nombre de personnes qui sont dedans, qui peut-être ont envie de rentrer, de sortir à des moments différents, des temporalités différentes, et donc ça peut faire sens. Pour des startups et pour des projets, je pense, comme les vôtres, pas forcément. Donc non, capital variable, ça ne fait pas forcément sens. SAS à capital fixe. Un point aussi pour ça, c'est qu'il faut généralement avoir une valeur nominale assez faible. Si vous avez peu d'actions au capital au début, mettons vous avez un capital de 100 euros avec 10 euros par action, donc vous avez 10 actions, ça, c'est pas bon. C'est des erreurs qu'on observe en pratique et qu'il faut avoir en tête parce qu'il faut plutôt avoir, si vous avez 100 euros de capital, mieux avoir une valeur nominale de 1 centime, ce qui vous fait 10 000 actions pour avoir une bonne gestion de votre capital et bien le gérer de manière précise. Exactement. Alors, je vais répondre à la question de Louis. Alors, on entend que les fonds d'amorçage, donc les VC, sont sélectifs. Est-ce que vous les conseillez? Est-ce qu'ils font du BSAR? Alors, les VC français, c'est vraiment, c'est des VC qui sont très, très risk averse. Ils ne veulent pas vraiment prendre du risque, donc ils vont vraiment demander énormément de traction qui, en général, est très, très difficile d'obtenir sur du early stage. Les VC américains, ils sont beaucoup plus souples par rapport à la traction et quand ils disent early stage, voilà, ils investissent énormément dans du early stage, donc même carrément avant d'avoir des revenus. Les VC en général, ils sont hyper sélectifs, ça c'est clair. Et en fait, il faut rentrer dans leur thèse d'investissement parce que chaque VC, il a une thèse d'investissement par rapport au secteur, par rapport au type de produit, par rapport aux boîtes qu'il a dans son portefeuille. Donc, des fois, vous allez réussir sur un coup de chance. Pourquoi? Parce que votre projet rentre dans le type de projet que ce VC-là veut backer. Donc, il faut toujours tenter sa chance. Mais si vous êtes early stage, la première direction, c'est soit des BA, parce que les BA, c'est très, très rapide à l'action et c'est une façon très, très rapide d'avoir de l'argent pour développer votre projet, soit des fonds d'investissement qui sont vraiment, vraiment early stage. Et là, en général, c'est des fonds anglais ou c'est des fonds américains, mais très, très rarement des fonds français. Alors, une autre question, combien faut-il de temps pour la mise en place d'un BSAR jusqu'au closing? Donc là, je pense que parlons un peu de Seed Legos parce que ça rentre directement dans le sujet de ce que vous faites, Florent. Ouais, très bonne transition, effectivement. Donc, généralement, ça met assez peu de temps dès lors que vous avez fixé les conditions. Donc, vous vous êtes posé la question, comme on se l'a dit, de manière assez tôt sur l'instrument. 2, vous avez réfléchi aux conditions posées. 3, vous avez convaincu l'investisseur en question. 4, vous closez le deal parce que vous faites, voilà, les documents générés. Et nous, chez Silegal, l'idée, c'est de automatiser la génération de ces documents en les paramétrant au préalable sur la plateforme. Donc nous, l'accompagnement, ce qui va répondre aussi à l'autre question, en fait, on est une plateforme qui vous est mise en termes d'outils, c'est votre outil à vous. Et nous, chez Seed Legals, on va vous accompagner donc étape par étape, vraiment sur tout le processus de la génération de ce document, en vous aidant sur, un,
qu'est-ce qu'un BSR, donc en vulgarisant, comme on vient de le faire aujourd'hui, sur l'outil, sur l'instrument, quelle est la différence avec une augmentation capitale, et de manière purement objective et d'un point de vue information, un peu comme un coaching, quoi. On n'est pas là pour vous conseiller comme un avocat, parce que même si je suis avocat de formation, nous, on est une plateforme SaaS, on n'est pas un cabinet d'avocats, même si on travaille avec d'autres cabinets d'avocats partenaires, mais vous allez bénéficier de toutes les informations, vous allez pouvoir vous passer au début de cet accompagnement assez spécifique d'avocats grâce à la plateforme, parce que vous allez avoir toutes ces informations, plus les données qu'on observe sur le marché, et les pratiques et les tendances. Et derrière, la plateforme va vous générer votre contrat que vous pouvez donc paramétrer, partager sur la plateforme et le signer en ligne. Donc votre contrat de BSR, tout de suite, une fois que vous avez votre investisseur qui est convaincu et qui est prêt à investir, OK, les conditions, bah, je suis d'accord. Hop, vous envoyez, vous partagez le contrat de BSR, par exemple, sur Seed Legals, et via Seed Legals, il pourra le signer sur la plateforme, et derrière, vous avez closé votre tour et le virement pourra se faire sur votre compte de la société. Donc, le délai, souvent, on observe, ça peut mettre, allez, disons, un mois à discuter un petit peu des termes. Et après la mise en place pure, ça peut prendre quelques secondes, moins d'un jour, ça peut prendre une heure, même pas, si vous avez la connaissance des termes. Le plus long, c'est de connaître les termes, la mécanique, se mettre d'accord avec l'investisseur sur ces termes-là. Et après la mise en place, bah, nous, on facilite tout ça chez Sealegals. C'est l'idée. Et c'est pour ça qu'on a, donc, comme je disais au début, on s'était lancé d'abord en Angleterre, c'était en 2017. Pour parler de Sealegals, c'était deux fondateurs qui l'ont créé justement parce qu'ils investissaient énormément dans des startups en early stage, c'était des BA professionnels. En tout cas, il y en a un qui avait une expertise en ayant créé des boîtes, serial entrepreneur, qui est Anthony Rose, et qui était plutôt côté tech et qui a vendu ses boîtes et donc investissait aussi beaucoup. Et tu as Laurent Laffy qui est lui plutôt avec une expertise financière, qui était un des premiers VC et qui était BA professionnel et pareil, il investissait beaucoup. Ils se sont dit, on en a marre un peu de répliquer toujours la même chose, les termes se ressemblent, et comment on pourrait faciliter ça et comment on pourrait aider aussi les startups à accéder plus facilement à cette partie juridique et contractuelle pour closer les tours plus facilement et efficacement. Bah voilà, la naissance de Seed Legals, ça c'était en 2017, ça a hyper bien marché en Angleterre et on a répliqué le modèle. Moi, je suis arrivé pour développer le marché français en 2020. On est à Station F là depuis. Et on a une équipe, en tout, on est 160, comme je disais. On a aussi ouvert Hong Kong et Singapour récemment. Et donc là, pour la France, on est une équipe d'une dizaine de personnes. On est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des juristes, des avocats, des sales, du marketing, une partie produit aussi et communication. Donc voilà un peu pour le contexte. Voilà. Donc, Florent, juste entre-temps, j'ai posté sur le chat le lien pour prendre rendez-vous avec Seed Legals. Donc, je Bah, génial, précise, si vous j'adore. êtes exactement, si vous êtes en train de faire une levée de fonds ou voilà, vous comptez vous lancer bientôt dans la levée de fonds et vous cherchez un accompagnement juridique, n'hésitez pas à contacter Florent et son équipe. Parce que voilà, nous, on les a testés sur pas mal de projets, sur pas mal de boîtes. Ils sont partenaires Star Founders depuis assez longtemps maintenant. C'est comme vous l'avez vu aujourd'hui dans la discussion, c'est toujours des conseils qui sont très très pratiques, pragmatiques. Voilà, terre à terre, c'est ce qu'on aime à Star Founders et c'est pour ça, on va être très bien avec Seed Legals. Le but, c'est toujours de démystifier et vraiment de vulgariser toute cette terminologie. Nous, ça nous a fait énormément souffrir. Et je ne te cache pas, Florent, si on connaissait Seed Legals à l'époque, on serait passé par. C'est clair. Malheureusement, nous, on a dû le découvrir voilà, très, très dur. Voilà, on a perdu 500 000 euros en commitment, beaucoup de temps, 3 mois à se décider, alors que la solution, elle était très simple. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup aussi à toi, Amine, et avec plaisir pour produire ce type de webinaire et vulgariser ça. Nous, c'est notre motto également. Donc, entre vous qui les aidez sur comment les trouver des investisseurs, etc., la complémentarité, elle est là et on est très content de bosser avec vous, d'être votre partenaire. Avec grand plaisir. Je vous remercie tout le monde pour votre présence. Abdelkader, il y a un replay. Donc, la conférence, elle est enregistrée. On va vous envoyer le replay en fin de journée. Et sinon, vous avez le lien pour réserver directement avec l'équipe Seed Legals. J'espère que cet échange vous a été très, très bénéfique. Voilà, moi, je te remercie énormément, Florent, pour ton temps et pour être voilà, toujours straight to the point, direct et sans bullshit. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde et bonne journée, à la prochaine. Allez, moi je vous dis excellente journée, à très très vite. Au revoir. Au revoir.